pas si tard que ça, c'est qu'on a fait l'obscurité. Donc merci pour cette invitation. Alors, je suis très content de m'adresser à un public de non-spécialistes en sciences. Et donc je vais parler de choses, j'espère que vous voyez à peu près la présentation. Je vais parler de choses dont il est normalement à peu près interdit de parler, sauf pour aller dans le sens de la version officielle. Et alors je l'ai intitulé cet exposé « Une mine pour les physiciens ». À vous de saisir dans quel sens j'ai utilisé le mot « mine », bon, puisque évidemment c'est à double sens. Donc on va commencer par quelque chose de tout à fait officiel, ce que j'appelle un coup de tonnerre sociologique. C'est au mois de septembre 2016, donc il n'y a pas très longtemps, il y a eu une parution dans une revue de physique, et de physique uniquement, qui s'appelle Europhysics News, qui est en fait la revue tout à fait officielle de la Société européenne de physique, et qui est publiée donc en anglais. Et cet article, comme vous pouvez le voir, s'intitule en 15 ans après, à propos de la physique des effondrements, ou de l'effondrement des gratte-ciel. Donc cette revue, c'est ce qu'on appelle une revue à comité de lecture, c'est-à-dire que les articles sont relus par des gens qui connaissent la discipline, donc par des physiciens ici, avant d'être publiés. Donc c'est pas n'importe qui peut publier n'importe quoi, normalement. Cela dit, je ne suis pas en train de dire que tout ce qui est publié dans des revues à comité de lecture est nécessairement quelque chose de juste. Il y a aussi des contre-exemples et je vais en parler ensuite. Néanmoins, c'est un petit événement parce que jusqu'à présent, à part peut-être dans des revues qui sont assez peu connues, personne, à ma connaissance, mais je n'ai pas fait vraiment une bibliographie complète sur le sujet, personne n'avait abouti à la conclusion à laquelle les auteurs de l'article aboutissent et que je vais vous donner dans la suite. Donc les auteurs, bon, je les donne ici pour ceux que ça intéresse: Stephen Jones, Robert Corroll, Anthony Zambotti et Ted Walter. Alors ce qui est intéressant, c'est que dans les quatre, il y a 2 universitaires mais qui sont tous les 2 retraités, un ingénieur et puis un membre d'association qui n'a pas vraiment le statut de scientifique, mais qui fait partie de l'association Architectes et ingénieurs pour la vérité sur le 11 septembre, une association américaine qui, comme son nom l'indique, est composée d'architectes et d'ingénieurs. Donc cet article en lui-même n'est pas spécialement intéressant, en tout cas pour les gens qui s'intéressent un peu comme moi à ce problème. À mon avis, il n'apporte rien. Il dit des banalités, je ne dis pas qu'il est mauvais, non, il n'est pas spécialement mauvais comme article, mais enfin il résume certaines choses, il rappelle ce que sont des gratte-ciel, comment ça fonctionne, entre guillemets, enfin comment il est étonnant de penser qu'il puisse s'écrouler de cette façon-là, et il fait un petit peu de physique très simple que je vais essayer de détailler par la suite. Donc il n'y a aucune révélation scientifique dans cet article, mais il y a vraiment une prise de position qu'on peut appeler officielle, puisque c'est la Société européenne de physique, et qui est faite explicitement à une date anniversaire, puisque aussi bien les auteurs que les éditeurs de la revue disent explicitement ça fait 15 ans qu'il y a eu ces attentats, et on a souhaité publier cet article. À vous de le lire et puis d'en penser ce que vous voulez. Et donc c'est la conclusion de cet article que je vous lis ici en anglais, mais que je pense que vous pouvez comprendre. Donc c'est que les 3 gratte-ciel ont été détruits par démolition contrôlée. Les 3, c'est-à-dire les tours jumelles, et le 3e dont beaucoup de gens ignorent l'existence, qui est la tour numéro 7. Alors, bon, démolition contrôlée, si je veux faire un petit peu d'ironie, je dirais que c'était pas si bien contrôlé que ça, en fait. Surtout pour les tours jumelles. Par contre, le 3e, c'est vrai, et c'est celui qui est le plus intéressant, le WTC 7, lui, vraiment, c'est tombé très bien, proprement, exactement comme quand
On fait écrouler de façon absolument volontaire et préparée à l'avance un immeuble. Et c'est celui-ci, en fait, qui est le plus étrange, enfin cet écroulement-là qui est le plus étrange, puisque ce gratte-ciel n'avait reçu aucun avion. Hein, donc, c'est quand même un petit peu étonnant. Alors ce troisième gratte-ciel, évidemment, était beaucoup plus petit que les tours jumelles, c'est pour ça qu'il est presque passé inaperçu, mais néanmoins, c'est pas un petit gratte-ciel. Pour vous donner à peu près la taille, c'est à peine un petit peu moins haut que la tour Montparnasse à Paris, et beaucoup plus large. Donc en fait, c'est quand même un truc assez impressionnant. Alors, je vais faire une petite parenthèse, surtout pour les non-scientifiques qui sont là, essayer de clarifier le fonctionnement de la science, puisque j'ai dit que c'était paru dans une revue tout à fait sérieuse. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Donc, première chose, la science est mondiale ou elle n'est pas. C'est-à-dire que les lois scientifiques, qui sont des lois naturelles, des lois de la nature, sont des lois universelles, ce qui différencie la science ce qui différencie les lois scientifiques des lois humaines. Donc s'il y a un domaine où le mondialisme a un sens, c'est bien celui de la science. Il y a un langage commun à tous les scientifiques, il n'y a pas une physique différente aux États-Unis, au Japon, en Russie, en Afrique ou ailleurs, c'est toujours la même. Et donc les scientifiques parlent un langage commun. Ce langage commun, il est fait de mathématiques, pas mal, et puisqu'il faut quand même communiquer de façon humaine entre scientifiques de différents pays, actuellement, et faute de mieux, la langue de travail, c'est l'anglais. Je dis faute de mieux parce qu'en fait, l'anglais n'est pas une langue très précise. Et le français, par exemple, est plus précis, l'allemand encore plus. Le russe, ça serait peut-être encore plus compliqué, mais bon, il y a vraiment des différences dans la qualité des langues. À une époque, comme vous allez voir après, c'était le latin. Mais maintenant, c'est plus le latin, c'est l'anglais. C'est comme ça, et si on veut se faire comprendre et se faire entendre par la quasi-totalité des scientifiques du monde, il faut parler anglais et écrire anglais. Donc cette science, elle se construit, se diffuse par des congrès, donc des réunions scientifiques un peu partout dans le monde, où il y a des scientifiques de tous les pays qui viennent, mais aussi et surtout, et avant tout, parce que ça revient moins cher, surtout maintenant avec Internet, par des publications. Donc avant, ces publications se faisaient sous forme papier, elles se trouvaient dans des bibliothèques universitaires. Maintenant, elles se font sous forme électronique. Et même s'il y a la forme papier qui persiste toujours, voilà l'article, la revue que je reçois moi, parce que j'y suis abonné, auquel je faisais allusion tout à l'heure. Donc il y a des revues sous forme électronique qu'on va consulter dans les bibliothèques qui sont abonnés, parce qu'il ne faut pas croire que c'est gratuit, c'est même honteusement cher. Il y a des éditeurs qui s'enrichissent honteusement là-dessus. Donc lorsqu'un scientifique a fait un travail qu'il juge intéressant, il va le publier dans une revue spécialisée et normalement, ces revues spécialisées traitent tous les domaines. Bon là, je ne sais pas si vous voyez grand-chose, mais en fait c'est le genre de page sur laquelle on arrive au service de documentation de mon université avec différents groupes de revues. Ça, c'est pas des revues, ce sont des groupes d'éditeurs, donc c'est hyper spécialisé et c'est un petit peu difficile de s'y retrouver. D'ailleurs, où est-ce que je peux aller trouver le bon article sur le bon sujet? Les bonnes revues, en principe, sont des revues dites à comité de lecture, c'est-à-dire qu'on va donc proposer un article, et cet article n'est pas forcément accepté, et même quand il est accepté, il n'est pas accepté tel quel. Il va être relu, on va demander des corrections jusqu'à ce qu'il soit accepté pour la publication. Alors, un article qui est publié dans une revue, même à comité de lecture, n'est pas nécessairement juste. Il y a des cas célèbres d'erreurs importantes, voire grossières, et même, hélas, des cas de fraude. C'est-à-dire, ce n'est pas des erreurs, dans ce cas-là, ce sont des scientifiques qui ont sciemment truqué des résultats pour se faire mousser. Alors, en physique, il y en a un qui est assez célèbre, qui est Jan Heinrich Schön, un Allemand, assez jeune, et qui a fait une carrière fulgurante,
Donc il a eu son doctorat en 97, il a été embauché dans un laboratoire prestigieux aux États-Unis, les Bell Labs, la même année, ce qui est déjà une performance, parce que d'habitude il faut faire une thèse, un postdoc, un deuxième postdoc, des jobs à temps éjectables, et pour avoir ensuite un vrai job permanent. Et donc ce domaine de recherche, c'était la physique de la matière condensée, c'est-à-dire les solides et les liquides, et les nanotechnologies, ce qui est un domaine à la mode, comme vous le savez. Et il a fait un très grand nombre de publications. À une époque, en 2001 justement, il en faisait jusqu'à une par semaine, ce qui est prodigieux, et dans des revues très prestigieuses, dont les fameuses Science et Nature, donc des revues en langue anglaise, évidemment. Le problème, c'est que, normalement, la science est reproductible. Or, personne n'arrive à reproduire ces résultats. Donc, il y a des gens qui se posent des questions. Et ça déclenche même une enquête de son employeur, les Bell Labs, en 2002. Cette enquête va conclure que M. Jan Henrik Schön a carrément fabriqué des données. Donc, il a fait vraiment de la fraude. Il a complètement triché. Et c'est évidemment très grave. C'est pas une erreur, ça arrive tout le temps en fait. Des erreurs, on essaye d'en faire le moins possible, mais des erreurs, ça arrive. Par contre, tricher, évidemment, normalement, c'est pas toléré. Donc toutes ces publications sont retirées. Alors évidemment, on n'est pas allé dans les bibliothèques retrouver les exemplaires papier pour les brûler, mais en tout cas, elles sont retirées de la version électronique des éditeurs. Et ce qui est très grave, l'université de Constance, où il avait eu son doctorat, lui retire son diplôme de doctorat en 2004, ce qui est à mon sens parfaitement mérité, puisqu'il a fait exactement le contraire de ce que doit faire un chercheur honnête. Alors, vous voyez un exemple de quelqu'un qui en plus a fait une très brillante carrière, bon, évidemment assez courte, mais qui a finalement trompé tout le monde. Et quel est le moyen pour éviter de se faire avoir par des gens comme ça? Mais le seul moyen, en fait, c'est de travailler. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... faut pas se fier sur, entre guillemets, une marque qui serait le nom de la revue prestigieuse. Ça serait simple si on savait que tout ce qui sort dans cette revue est forcément juste. Ben non, il faut sans arrêt démontrer, redémontrer, vérifier, revérifier. Sinon, il y a toujours le risque de se faire avoir. Donc la science, en fait, c'est un travail très ingrat et malheureusement, je vois énormément de mes collègues qui n'ont toujours pas compris ça, puisque, en fait, ils ne font pas l'effort d'aller vérifier même des choses simples. Alors, je vais prendre un exemple très simple, vous allez tous comprendre. Par exemple, il y a une théorie qui dit Dieudonné est un ancien comique devenu antisémite et que plus personne n'écoute. Bon, il y a deux choses à vérifier. Est-ce qu'il est antisémite? Est-ce que plus personne ne vient l'écouter? Donc, vous allez à un de ces spectacles, vous comptez à peu près le nombre de spectateurs, déjà. Et puis, l'autre chose à vérifier, est-ce qu'il est antisémite? Ben, ça tombe bien, il a fait un film qui s'appelle L'Antisémite. Donc vous achetez le film ou vous le pompez sur Internet et puis vous regardez si le film est à la gloire de l'antisémitisme. C'est aussi simple que ça, la science. La science, c'est on vérifie, hein, tout simplement. Est-ce que c'est rouge? Est-ce que c'est noir? Est-ce que c'est bleu? Est-ce que c'est vert? C'est pas plus compliqué que ça. Alors après, il y a tout un attirail autour qui est éventuellement difficile à comprendre. Il y a tout un langage, toute une méthode mathématique qui obscurcit un petit peu le propos, mais au départ, c'est pas compliqué, on va vérifier si ce qu'on dit est vrai ou pas. Donc, il faut travailler. Alors, je vais passer... je vais vous faire travailler maintenant, un petit peu. Je vais passer au XVIIIe siècle, même un peu avant, en fait. Et je vais vous parler des lois de Newton, que j'ai appelé le fiat lux de la physique, parce que c'était vraiment une illumination, on peut dire, qui a fait passer la physique du statut, on va dire, d'aimable distraction pour aristocrates
un peu désœuvré dans des salons à ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire la base d'énormément de technologies qui sont apprises par, et exploitées par des ingénieurs dans le monde entier et qui nous permettent de vivre dans le monde dans lequel on vit. Donc les lois de Newton, voilà Monsieur Newton, Isaac Newton, donc né en 1642, mort en 1727. Donc ces fameuses lois de Newton, enfin il en a fait dans des tas de domaines, mais je vais vous parler des lois de Newton dans le domaine de la mécanique. Donc il les a publiées dans un ouvrage qui s'appelle Les principes mathématiques de la philosophie naturelle et qui a été publié à Londres en 1687. Et comme vous pouvez le voir ici, la langue de travail à l'époque c'était le latin. C'était pas l'anglais, même si c'était publié à Londres. Bon, ça a changé depuis. Il y a eu donc 3 lois, enfin, M. Newton a pondu, si j'ose dire, 3 lois du mouvement. Je vais aller assez vite, je ne vais pas trop détailler. Première loi, c'est ce qu'on appelle le principe d'inertie. Deuxième loi, c'est le principe fondamental de la dynamique. Je vais vous dire ce en quoi ça consiste. Alors, l'écriture mathématique, aujourd'hui, c'est ça, c'est la somme des forces appliquées à un objet qui a une masse m est égale à sa masse multipliée par son accélération. Et le troisième principe, c'est ce qu'on appelle le principe des actions réciproques, c'est-à-dire que si un objet A exerce une force sur un objet B, ben l'objet B exerce exactement la force identique, mais en sens inverse, sur l'objet A. Donc la force de A sur B est égale à moins la force de B sur A. En réalité, de ces 3 principes, on peut pratiquement ne retenir que le deuxième, puisque le premier et le troisième peuvent être considérés comme des cas particuliers du deuxième. Pour retrouver le troisième à partir du deuxième, on dit que la masse est nulle, et pour retrouver le premier à partir du deuxième, on dit que la somme des forces est nulle. Donc le principe d'inertie, c'est, je vais quand même en dire un mot, c'est le fait que si un objet est soumis à aucune force, en fait, il continue un éventuel mouvement qu'il peut avoir au départ en ligne droite à vitesse constante. Ce qui n'est pas tout à fait évident, puisque dans la vie de tous les jours, on voit rarement quelque chose continuer son mouvement de façon indéfinie, parce qu'il y a toujours des forces de frottement, justement, qui vont arriver à l'arrêter. Mais donc c'est une idéalisation de mouvements tels qu'on peut les constater, par exemple, sur une tendue de glace, quand on fait glisser quelque chose sur une surface extrêmement glissante. Donc la loi vraiment la plus importante, c'est ce principe fondamental de la dynamique et qu'on apprend aux étudiants en première année et qui est vraiment la base de tout. Donc, pour illustrer cette deuxième loi de Newton, je vais prendre l'exemple du marteau, parce que ça, tout le monde sait normalement à peu près à quoi ressemble un marteau, tout le monde sait à quoi ressemble un clou, et tout le monde sait comment on enfonce un clou avec un marteau. Enfin, plus ou moins bien, mais on sait à peu près. En fait, par contre, pas mal de gens ne savent pas comment fonctionne un marteau, au sens scientifique. Donc je vais essayer de vous expliquer comment fonctionne un marteau, même s'il n'y a pas beaucoup de technologie dedans. Un marteau, ça fonctionne par un ralentissement d'une masse. Le marteau, donc, est quelque chose d'assez lourd. Et ce qu'on observe, si on veut faire vraiment une analyse fine du marteau qui enfonce le clou, c'est que on va observer l'accélération. Alors je mets accélération entre guillemets parce qu'en physique, une accélération, ça peut être positif ou négatif. Ça peut être donc une accélération au sens ordinaire ou ça peut être une décélération. Donc on va observer l'accélération du marteau lorsqu'il rentre en contact avec le clou. Et en fait, c'est une décélération. Comme vous savez, dès que la tête du marteau rentre en contact avec le clou, le marteau qui avait une certaine vitesse va avoir sa vitesse diminuer très rapidement. Donc, on va appliquer la deuxième loi de Newton à ce cas en regardant quelles sont les forces appliquées au marteau
Et en fait, la seule force, ou presque la seule force, parce que je simplifie un petit peu, appliquée au marteau, c'est la tête du clou qui va l'appliquer. Donc on écrit que la force exercée par le clou sur le marteau est égale à la masse du marteau, enfin de la tête du marteau, multipliée par l'accélération de cette tête du marteau. Donc il s'agit bien de déduire d'abord la force exercée par le clou sur le marteau, et non pas l'inverse. Et ensuite, la troisième loi de Newton, elle vient dire que la force exercée par le marteau sur le clou, ce qui est important pour nous, est la même, sauf qu'elle est dirigée dans le sens inverse. Donc ça, ce sont des notions de mécanique extrêmement simples, première année universitaire, et puis bon, ce sont des notions relativement, je dirais, intuitives. Même si on ne les formalise pas de façon mathématique, chacun sait à peu près interpréter ça. Ça s'applique absolument à tout, partout, tout le temps. Donc j'ai dit mondialisme plus, parce que c'est pas seulement une loi universelle pour le monde entier, mais c'est valable aussi dans l'univers entier. Donc je répète, le mondialisme en sciences, il s'applique et même au-delà de la Terre. Et pour une fois, on peut dire, comme dirait Madame Thatcher, « There is no alternative ». Donc c'est vrai pour les lois naturelles, ça, c'est pas vrai évidemment pour les lois économiques et pour les lois humaines. Donc il n'y a pas moyen d'y échapper. Mais la physique, c'est quand même une science dure. Donc, marteau ou gratte-ciel, c'est la même chose. La loi de Newton qu'on applique sur le marteau, on peut l'appliquer pour un gratte-ciel. Or, ici, par exemple, j'ai une séquence d'images du fameux gratte-ciel numéro 7. Donc, il y a eu des vidéos qui ont filmé sa chute. Donc, on a une séquence d'images, ça veut dire qu'on a une suite de positions au cours du temps. Donc ça, c'est des images tirées d'une vidéo. Et à partir de cette séquence d'images, on peut mesurer l'accélération, puisqu'on sait parfaitement quelle est la position en fonction du temps. Accélération de différents points du bâtiment. Et comme on a l'accélération, comme on connaît aussi la masse, on peut remonter à la force nette qui est exercée en chaque point du bâtiment. C'est extrêmement simple, il suffit d'appliquer la deuxième loi de Newton. Et après, on peut calculer, on peut comparer ça au cas normal, c'est-à-dire ce qui se passe lorsqu'il se passe rien, normalement, c'est-à-dire que lorsque le gratte-ciel tient debout. Et puis on va voir la différence, justement. Donc il suffit de le faire, mais avant de rentrer dans ce cas particulier, je vais essayer de vous décrire un cas plus simple. Donc je prends un objet A sur lequel je pose un objet B. Bon, en temps normal, si ces deux objets sont solides, l'objet B donc reste statique, fixe, sur l'objet A, et il reste fixe parce que le poids qui est exercé par la Terre sur l'objet B est équilibré exactement par la réaction du support que j'ai représenté par deux flèches. C'est ça, donc c'est l'équilibre statique. La somme des forces est nulle. Donc somme des forces nulle, la deuxième loi de Newton dit qu'il n'y a pas d'accélération, et donc il y a quelque chose qui est statique, ou à la limite qui va à une vitesse constante, mais on va se contenter du cas statique. Maintenant, je reprends cet objet B et je le laisse tomber sans support, c'est-à-dire je le mets à la limite dans le vide ou dans l'air. À la rigueur, je considère qu'il y a une petite force F qui va être, par exemple, la résistance de l'air, si l'objet est en train de chuter. Ou la résistance de l'eau, si je le fais chuter dans l'eau, pourquoi pas. Et donc, j'observe un mouvement. Bon, il n'y a pas de mouvement sur l'image, mais vous imaginez que cet objet est en train de tomber. Donc, je vais observer une accélération, puisque la somme des forces n'est pas nulle. Donc toujours, deuxième loi de Newton me dit que je dois observer une accélération. Et cette loi de Newton, je peux l'écrire comme étant, puisqu'il y a deux forces, il y a le poids et la force que j'appelle F, le poids plus cette force égale la masse de l'objet multipliée par son accélération. Voilà. Alors il y a un cas particulier, si la chute est vraiment libre, donc si je fais tomber l'objet dans le vide, par exemple, la force
est strictement nul, ou même dans l'air, mais au début de la chute quand il ne va pas trop vite. Donc le poids est égal à la masse multipliée par l'accélération, dans ce cas. Et comme on sait que le poids il est proportionnel à la masse, avec une constante de proportionnalité qu'on appelle G, ben ça donne masse multipliée par G égale masse multipliée par accélération, c'est-à-dire G égale accélération. Et d'ailleurs, G, on l'appelle l'accélération de la pesanteur. C'est un truc tout simple, c'est des multiplications, des additions. Donc voilà, ça c'est un exemple très simple. Et maintenant, si je prends le cas d'une chute qui n'est pas forcément libre, c'est-à-dire que cette force n'est pas égale à 0, donc je vais avoir un tout petit peu plus compliqué, la masse fois G plus F égale la masse fois l'accélération, c'est-à-dire la force égale la masse multipliée par l'accélération moins G. G est connu, la masse et l'accélération de B aussi, l'accélération on la mesure, c'est ce qu'on voit sur la vidéo. Donc on peut déterminer cette fameuse force inconnue. Par exemple, déterminer la résistance de l'air si l'objet est en train de chuter dans l'air. Mais on peut aussi l'appliquer à des gratte-ciels. Donc ici, les gratte-ciels, les tours jumelles, encore appelées tour numéro 1 et numéro 2, et puis la tour numéro 7 que vous voyez à gauche, ici, sur l'image. Alors il se trouve que pour la tour numéro 7, qui est encore une fois, je vous dis, le truc le plus étonnant de l'histoire, on a observé une chute libre, vraiment libre, c'est-à-dire à l'accélération de la pesanteur pendant plus de 2 secondes, 2,25 secondes. Alors, après, ce n'est pas exactement l'accélération de la pesanteur, mais de toute façon, ça serait étonnant que ça le soit, puisqu'il y a au moins la résistance de l'air, normalement. Pendant donc, à peu près 32 mètres, soit 8 étages. Donc ça veut dire que la force petit f de résistance à la chute est égale à 0, aux incertitudes près. Donc pendant plus de 2 secondes, la structure du bâtiment n'a opposé strictement aucune résistance, en tout cas aucune résistance mesurable. C'est un truc évanoui complètement. Et rien, 0. Plus rien. Pour la tour nord, donc le WTC 1. La tour sud, je ne sais pas si ça a été fait, mais en fait, il y a des vidéos pour la tour nord qui sont de meilleure qualité que pour la tour sud. C'est pour ça que je pense qu'on a fait surtout pour la tour nord. En tout cas, je connais un article, ça a été fait sur la tour nord, mais les deux sont à peu près équivalentes. On a pu observer, au moins au début de la chute, parce qu'après, il y a énormément de poussière, donc on ne voit plus grand-chose, une accélération de 6,3 mètres par seconde carré, à comparer avec l'accélération de la pesanteur qui est de 9,8 mètres par seconde carré. Donc on en déduit que la force de résistance de la structure était d'environ 36% du poids, par le petit calcul que j'ai marqué juste au-dessus. Or il se trouve que dans tous les bâtiments il y a un facteur de sécurité. C'est-à-dire que le bâtiment ne peut pas supporter uniquement son propre poids, il faut qu'il puisse supporter un poids nettement supérieur. Et en général, ce facteur de sécurité est au moins égal à 3, ça veut dire que le bâtiment peut supporter 3 fois son poids avant de s'écrouler, normalement. Bon, en réalité, c'est même pas 3 dans ce cas-là, puisque pour les gratte-ciel, surtout les gratte-ciel qui sont très hauts comme les tours jumelles, en fait, la structure était composée d'une espèce d'une âme, on va dire, centrale, en acier, et des façades qui sont un élément de structure à proprement parler. C'est-à-dire que les façades sont des poutres d'acier qui supportent à peu près la moitié du poids de l'ensemble. Or, le bâtiment étant très élancé, il est sujet au vent. Et donc il y a des forces, quand il y a des grands vents, qui vont faire pencher un petit peu le bâtiment d'un côté ou de l'autre, à tel point qu'il se peut même que, pour des vents très forts, les façades se retrouvent non pas en compression, ce qui est le cas normal lorsqu'il y a le poids qui appuie dessus, mais en tension. Et du coup, de l'autre côté, par contre, c'est beaucoup plus en compression. Donc en réalité, il y a un facteur de 5 pour les façades et à peu près de 3 pour le centre. Mais bon, prenons un facteur simplement de 3. Et si je prends un facteur de sécurité de 3, ça veut dire que la résistance de la structure au cours de l'effondrement était inférieure à 12% de sa valeur initiale. Bon,
88% de la résistance de la structure envolée, instantanément. Et c'est ça qui est à la limite plus important que la valeur même, c'est le côté instantané. C'est-à-dire que ce n'est pas une rupture progressive, c'est une rupture, même si elle n'est pas totale, qui est instantanée. On va voir que ça... Enfin, quand je dis instantané, je ne dis pas que c'est microsecondes, mais en tout cas, c'est instantané à notre échelle de temps à nous. C'est-à-dire peut-être un dixième de seconde, quelque chose comme ça. On va voir que ça a une grande importance, que ça soit aussi rapide. Alors, je rappelle les explications officielles de la chute des 3 gratte-ciel que vous pouvez trouver très facilement sur Internet. Il y a un premier document ici du NIST, donc un institut américain tout à fait officiel, que vous trouverez très facilement dans un moteur de recherche si vous tapez NIST NC Star 1, et donc ça concerne les tours jumelles, donc numéro 1 et 2. Il y a un document qui fait à peu près 300 pages. Ce document donc, concerne uniquement les tours jumelles. Sur les 300 pages, il y en a moins de 3 pour expliquer ce qu'ils appellent la séquence probable d'effondrement. Et cette séquence probable d'effondrement, d'après le NIST, elle est due à un affaiblissement thermique de la structure. Alors, pour les deux, hein, et pour la tour nord, je cite, enfin en traduisant évidemment, ce n'était pas en français, le mouvement vers le bas de ce bloc structural, il parle du bloc qui était au-dessus de l'attaque, hein, donc au-dessus du 98e étage, était plus que ce que la structure endommagée ne pouvait supporter, et l'effondrement global commença. On aurait presque envie de rajouter, ils se marièrent et ils eurent beaucoup d'enfants, parce que ça fait un peu conte pour enfants. Et pour la tour sud, c'est exactement la même phrase. Donc voilà l'explication officielle de l'effondrement des tours jumelles. Donc je rappelle, 3 pages dans un rapport de 198, et sur les 3 pages, en fait, la seule véritable explication, c'est ça. Il y a un deuxième document que vous pouvez télécharger librement aussi, qui s'appelle presque pareil, NIST NC Star 1A, qui concerne le 3e bâtiment, numéro 7. Donc ce document fait 130 pages, il concerne donc le WCTC7. L'effondrement de ce bâtiment était un effondrement progressif induit par des incendies. C'est pas moi qui l'invente, hein. Un effondrement progressif induit par des incendies. Bon, bien. Et sur la même page 48, une chute libre, ils disent eux-mêmes, hein, ils ont été obligés de le reconnaître, une chute libre sur approximativement 8 étages avec l'accélération de la pesanteur pendant environ 2,25 secondes. 2 phrases sur la même page. Donc l'effondrement est progressif, mais le bâtiment tombe en chute libre. Bon. Donc, conclusion. Bon, je vous ai un peu embêté avec les lois de Newton, mais en réalité, c'est même pas la peine de faire de la physique ou des modélisations complexes, puisque l'explication, enfin, si, c'est la peine pour d'autres choses. Mais pour savoir que l'explication canonique est fausse, ben, il suffit de constater qu'elle est contradictoire avec elle-même, en fait. C'est pas la peine de faire de la physique. Donc l'affaiblissement thermique, même si on n'est pas ingénieur, même si on n'est pas architecte, on comprend évidemment que lorsqu'on fait chauffer de l'acier, il va à la longue se ramollir, mais que ce ramollissement, il ne se fait pas de façon brutale. Si vous tapez avec un marteau sur une assiette en faïence, vous la cassez brutalement, ça c'est clair, c'est un matériau fragile. Si vous chauffez une poutre d'acier, ça m'étonnerait que ça rompe de façon brutale. Moi, je n'ai jamais vu ça. Hein. Donc, c'est pas la peine d'aller beaucoup plus loin. Donc, la donnée expérimentale, et qui peut être vérifiée sur toutes les vidéos, c'est qu'on a rupture soudaine de la structure et effondrement, soit en chute libre, soit en chute pas libre, mais modérément freinée. Alors, quand je dis chute libre, c'était uniquement pour le début de la chute, hein, pour le gratte-ciel numéro 7, et modérément freiné pour les tours jumelles, pour les deux. Donc même
si on admet, c'est même pas la peine d'essayer de voir si c'est vrai, hein. On va dire, ok, j'admets que les incendies ont pu ramollir suffisamment l'acier pour causer l'effondrement. Entre parenthèses, ça ne s'est jamais vu ni avant ni après le 11 septembre, hein, sur aucun gratte-ciel dans le monde. Jamais. Mais bon, on va leur faire plaisir, on admet. On admet que c'est possible. Bon, ben, si on admet que c'est possible, la donnée de la chute, c'est-à-dire on observe les vidéos, mais on voit que c'est contredit par la dynamique de la chute, c'est-à-dire par la façon dont ça s'effondre. Autrement dit, ce que sont en train de faire ces gens-là dans les rapports du NIST, c'est de revenir à une physique d'avant Newton. Puisque avant Newton, on n'était pas capable de faire le lien entre les forces et l'accélération, puisqu'il n'y avait pas encore la deuxième loi de Newton. Maintenant, on est capable. Donc, ne pas tenir compte de la dynamique de l'effondrement, ne pas tenir compte du fait qu'on peut mesurer l'accélération d'un point, et ça très simplement, enfin, c'est fait même au lycée maintenant, hein. Dans n'importe quel lycée, ils sont équipés de caméras pour suivre le mouvement d'un point, et puis ils font travailler les lycéens là-dessus en mesurant la position, calculer la vitesse, calculer l'accélération. Donc si on oublie que c'est très facile de mesurer la vitesse et l'accélération d'un point, ça veut dire qu'on est en train de faire de la physique qui a quand même un petit peu de retard. Alors attention, c'est pas parce qu'on a montré que ceci était faux que pour autant on connaît la véritable raison. Donc la seule chose qu'on peut dire, c'est que c'est faux. On ne peut pas aller plus loin. Et on ne peut pas dire, pour l'instant, qu'est-ce que c'est qui a pu faire s'effondrer ces bâtiments. Il ne faut pas prendre des hypothèses pour des conclusions, parce qu'évidemment, la tentation est grande. On sait que ce n'est pas les incendies, ça c'est clair. Ah oui, mais alors c'est forcément qu'ils ont mis des bombes partout pour... enfin, ils ont mis des explosifs partout parce qu'ils avaient prévu de faire effondrer les bâtiments. Ben, en fait, pour l'instant, on n'en sait rien. Pour l'instant, on sait juste que l'explication est fausse. Mais il faut apprendre à accepter le fait qu'on n'a pas d'explication et qu'on n'en a pas de rechange. C'est comme ça aussi que fonctionne la science. Et surtout, il ne faut pas non plus aller à l'étape encore après, qui consiste à dire « Ah oui, mais je sais qui a fait ça, et je sais pourquoi il a fait ça. » Parce que c'est des gros méchants. Et donc ça, c'est plus de la physique. Hein. Donc même si on arrive à l'étape suivante, à essayer de comprendre comment ça s'est produit, c'est pas parce qu'on sait comment ça s'est produit qu'on sait qui l'a fait et qu'on sait pour quelle raison. Voilà, la physique ne dit pas grand-chose là-dessus, sauf éventuellement de façon très indirecte. Hein, c'est ce que fait la police scientifique quand il y a un crime, un meurtre quelque part. Bon, on essaie de savoir qui c'est qui a fait le coup et pourquoi, mais c'est jamais direct. Donc attention à ne pas aller trop loin. Les sciences dures sont aussi des sciences inhumaines et asociales, c'est ce que je dis souvent à mes étudiants. Donc il ne faut pas trop mélanger les choses. Donc il faut savoir ne pas comprendre, au moins pendant un certain temps. Évidemment, c'est mieux si on arrive à comprendre. Et je vais donner ici deux exemples historiques. Déjà le 3e siècle avant Jésus-Christ, Ératosthène arrive à mesurer la circonférence de la Terre. Bon, je ne sais pas si vous connaissez cette expérience, mais c'est avec des histoires d'ombres, d'obélisques et d'ombres dans un puits à Assouan, en Égypte. Évidemment, donc à cette époque-là, on savait déjà que la Terre était ronde, et on le savait même avant, on savait au moins depuis Platon. Est-ce que c'est pour autant qu'on savait expliquer pourquoi les verticales ne sont pas des parallèles? Bien sûr que non, il n'y avait pas vraiment de théorie de la gravitation à l'époque. Donc il y avait là aussi un truc qui était démontré, oui, la Terre est ronde. Bon, pourquoi les gens de l'autre côté n'ont pas la tête en bas? Comme on le dit souvent quand on est un petit enfant, il dit « Papa, pourquoi les gens de l'autre côté de la Terre, ils ont la tête en bas ?» Mais non, ils n'ont pas la tête en bas parce que c'est pas si évident que ça à comprendre en fait. Il faut des fois savoir se poser des questions naïves. Et alors, autre exemple, 1928, beaucoup plus récemment,
Paul Dirac, un physicien un petit peu particulier sur des tas de points, en particulier sur son comportement social, ne comprend pas que certaines solutions de son équation ne puissent exister. Bon, il ne comprend pas, il comprend tellement pas qu'il en déduit que ça doit marcher quand même, et du coup il prédit l'existence de l'antimatière. Et aujourd'hui c'est quelque chose qui est utilisé couramment, en particulier en imagerie médicale, c'est ce qu'on appelle le PET scan. Alors, on peut faire c'est très utilisé en cancérologie par exemple. Donc ça fait partie des avancées majeures de la science qui sont liées à l'obstination de gens qui ne comprennent pas ce qui se passe. Alors, maintenant, venons-en à une solution oubliée. Là, je ne vais pas vous faire vraiment de démonstration. Je vais revenir à des choses plus humaines. Je ne vais pas faire vraiment de physique, je vais simplement essayer de vous faire percevoir qu'il y a peut-être des choses auxquelles on n'a pas pensé, et on n'y pense pas parce qu'on est un petit peu trop fixé sur notre époque, et du coup, on oublie un peu des choses même assez récentes, et qui pourtant pourraient avoir une importance pour comprendre le problème. La démolition contrôlée d'un immeuble, c'est normalement quelque chose qui se prépare longtemps à l'avance, qui donc nécessite des travaux importants, de la pose d'explosifs à des endroits bien précis, qui vont exploser selon une séquence bien précise. Enfin, c'est pas n'importe qui fait ça, c'est des sociétés extrêmement spécialisées, des gens extrêmement compétents. Donc c'est une préparation longue et complexe. Et c'est pour ça que la plupart des gens se disent « mais oui, mais c'est pas possible qu'ils aient prévu de faire exploser ces bâtiments, c'est impossible. » Alors qu'ils étaient occupés, il y avait des gens dedans, dans les bureaux, c'est strictement impossible d'arriver à mettre des explosifs sur plein d'étages, en allant se faire passer pour des laveurs de vitres ou je sais pas quoi, enfin, ou pour des femmes de ménage. C'est vraiment un truc complètement ahurissant. Et je suis assez d'accord avec ça. Mais la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on est sûr vraiment de connaître toutes les techniques de démolition? Est-ce qu'il n'y en a pas qui n'ont pas été utilisées jusqu'à maintenant, ou qui peut-être le seront un jour, ou qui peut-être avaient été prévus d'être utilisées mais qui ne l'ont jamais été? Donc là, il faut bien distinguer l'existence d'une solution et son unicité. Est-ce qu'on est sûr que toutes les façons dont on détruit les bâtiments actuellement sont les seules possibles? Ce n'est pas du tout évident. Alors, il y a certaines personnes qui vous pondent des explications à partir d'armes secrètes en orbite dans les satellites. Donc c'est pour ceux qui connaissent Judy Wood, par exemple, et compagnie. Donc voilà la dame. Bon, ça, c'est un petit montage humoristique. Et moi, je dirais que ça, c'est des explications du genre si ma tante en avait, ça serait mon oncle. Donc, c'est. De toute façon, à partir du moment où vous partez de spéculation pure, vous ne pouvez rien démontrer. Si vous partez de choses que personne ne sait ou que personne n'a prouvé, c'est de la science-fiction complète, donc vous ne pouvez rien démontrer. Vous pouvez juste perdre du temps et emmener des gens avec vous dans une voie sans issue. À mon avis, il vaut mieux garder les pieds sur terre, rester sur des choses connues et éventuellement faire appel à sa culture scientifique, scientifico-technique, je dirais. Alors je vais vous énoncer deux choses sur lesquelles, à mon avis, tout le monde peut être d'accord. Certains bâtiments militaires, stratégiques, des ponts par exemple, sont équipés dès la construction d'un dispositif de démolition préventif. C'est quelque chose que les gens ne savent pas toujours, mais ça se savait beaucoup plus à une époque où il y avait le service national d'ailleurs, puisque chacun passait à l'armée. Et c'est connu en tout cas qu'il y a des bâtiments qui, pour des raisons, en raison de leur importance, sont équipés dès leur construction de dispositifs de démolition contrôlée.
Par exemple, parce qu'en cas de guerre, on ne veut pas que tel centre de recherche ou tel pont, par exemple, tombe, puisse servir à l'ennemi. On prévoit de le faire sauter si jamais il y a une invasion. Évidemment, on ne le crie pas sur tous les toits, mais c'est quelque chose qui est relativement bien admis. Premier point. Deuxième point, les années 60, donc l'époque de construction du World Trade Center, sont l'époque du nucléaire civil explosif. Alors ça, vous ne savez peut-être pas, mais ça se trouve, si on cherche un petit peu, ou si on a des vieilles collections de sciences et avenir. Donc le nucléaire civil, pour tout le monde, c'est des centrales nucléaires, à la limite des brise-glaces atomiques, ou des trucs comme ça. En fait, il y a eu aussi des utilisations civiles des bombes atomiques. Vous ne le savez peut-être pas, mais je vais vous l'apprendre. Donc je vais vous donner un exemple. Le projet Rulison, au Colorado, 10 septembre 69. Quel était ce projet? En fait, ça consistait à faire une explosion souterraine, donc très profond, 2600 mètres de profondeur, d'une bombe nucléaire de 40 kilotonnes pour la stimulation de production de gaz. C'est-à-dire, c'était de la fracturation nucléaire. Tout le monde a entendu parler de la fracturation hydraulique pour le gaz de schiste. Eh bien, il y a eu la fracturation nucléaire pour le gaz de schiste aussi. Ça a été testé. En vrai, hein, ça, vous pouvez chercher, vous trouverez. Ça a été testé en vrai. Et voici d'ailleurs une image du site où vous voyez par exemple le Control Point, qui est donc le local technique, on va dire, et puis ce qui est derrière appelé Ground Zero. Et le terme Ground Zero, ça veut dire, enfin jusqu'en septembre 2001, ça voulait toujours dire une seule chose, c'est le point à la verticale d'une explosion nucléaire. Soit à la verticale supérieure, si l'explosion est souterraine, soit à la verticale inférieure. Ça n'a jamais voulu dire autre chose. C'est un point, c'est du vocabulaire militaire, militaire nucléaire. Bon, ça démontre rien, bien sûr, je vous le signale. C'est juste une petite coïncidence. Maintenant, passons en URSS. Alors, il y a eu un tir qui s'appelait le tir Chagrin. En 1965, au Kazakhstan, 140 kilotonnes, un peu plus gros, et à une profondeur beaucoup plus faible, 180 mètres de profondeur, en plein dans le lit de la rivière Chagan. Ça a donné un lac. Ce lac est aujourd'hui encore radioactif. Et voilà ce que ça donne si vous allez sur Google Earth, je crois que j'ai pris cette photo sur Google Earth. Donc on voit très bien le lit de la rivière, donc, qui est barré par le lac, et le lac au-dessus. Donc ça c'est une photo satellite. Et le but à l'époque, c'était de tester la possibilité de creuser des réservoirs, creuser des lacs. Donc il y a eu plein de... Alors ça a évidemment été réalisé en vrai. S'il y en a que ça intéresse, je pourrais passer un petit film de propagande de l'époque où on voit les gens qui se baignent dans le lac pratiquement après l'explosion, enfin peu de temps après. Donc propagande relativement rassurante sur les rejets radioactifs. Donc voilà, ça a été testé. Alors il y a eu deux grands programmes symétriques aux États-Unis et en URSS, en France pas à ma connaissance, donc d'explosion nucléaire civile. L'URSS a fait son programme plus longtemps que les États-Unis d'ailleurs. Ça a duré, je pourrais vous retrouver les dates, mais je ne les ai pas notées ici, relativement longtemps. Il y a eu aussi des tas de projets abandonnés. Alors je parlais de vieux Sciences et Avenir tout à l'heure, voilà un Sciences et Avenir d'août 65, avec un article qui s'appelle « 300 explosions nucléaires pour ouvrir un second canal de Panama ». C'était un projet. On voulait ouvrir un second canal de Panama, et puisque le génie civil, c'est vraiment le domaine par excellence où on a besoin de beaucoup d'énergie, ça demande beaucoup de temps, enfin c'est un truc qui demande, quand on veut construire une autoroute, c'est des travaux gigantesques. On a naturellement, à l'époque, pensé à l'énergie nucléaire pour faire ces travaux, mais via des bombes nucléaires. Alors évidemment, c'est pas pour faire les finitions, hein, c'est pour faire des gros trucs. Puis après, on rabote un peu entre les trous pour faire quelque chose de continu. Mais donc ça a été envisagé. Bon, ça a été abandonné, hein, je vous dis, ça n'a pas été fait.
Maintenant, si vous allez voir dans des publications ou des livres qui sont en accès libre sur Internet, les différents effets d'une bombe nucléaire, suivant la profondeur d'enfouissement, vous avez de tout. C'est-à-dire que alors ici vous avez différents schémas, ce qui est en gris, ce sont des débris en fait, ce n'est pas un trou, ce sont des débris. Si vous enfouissez la bombe à très grande profondeur, ce qui était le cas de la fracturation nucléaire dont je parlais tout à l'heure, vous avez une caverne, vous créez une caverne, vous provoquez un séisme en surface quand même, qui est sensible, mais rien de visible, quasiment rien. Bon, sauf si vous avez des instruments de mesure, bien sûr, vous allez mesurer un petit peu de radioactivité qui s'échappe, mais à peine. Et puis, si vous faites ça à faible profondeur, vous avez un cratère en surface et énormément de poussière fine. C'est d'ailleurs ce qui avait donné lieu à toutes les histoires d'hiver nucléaire, où à une époque on avait craint un refroidissement de la planète suite à une guerre nucléaire à cause de l'hiver nucléaire. L'hiver nucléaire, c'est quoi? C'est plein de poussière très fine qui monte très haut dans l'atmosphère, qui reste dans la stratosphère, qui ne retombe pas et qui donc obscurcit la planète. Et on a toujours, dans tous les cas, une onde de choc extrêmement violente, destructrice, et qui... Alors, c'est pas l'onde qui génère la quantité de chaleur, mais c'est l'explosion elle-même, en vertu du principe de conservation d'énergie. Vous faites péter quelque chose qui libère une énorme quantité d'énergie quelque part, cette énergie, elle est en partie transformée en énergie cinétique si on éjecte des rochers par exemple, mais pour l'essentiel, elle est convertie en chaleur, donc on a une énorme quantité de chaleur libérée. Et voilà maintenant que justement, je reviens à New York avec une photo aérienne. En fait, il y en a deux ici qui sont les photos du même endroit, qui sont un petit peu superposées, et ce que j'appellerais the smoking gun, puisque ce sont des thermographies infrarouges. Donc, par avion ou satellite, je ne sais pas, probablement par avion, avec donc des échelles de couleurs que je ne commenterai pas ici, mais vous voyez très bien sur cette photo, donc je vais mettre, alors c'est pris le 7 et le 8 octobre 2001. Hein. Donc la tour nord ici, la tour sud et le bâtiment numéro 7. Et comme par hasard, ces trois zones sont chaudes. Et d'ailleurs, tout le monde sait bien qu'il y a eu énormément d'incendies après les attentats du 11 septembre. En fait, il y a eu des incendies pendant 100 jours. Alors, ce n'est pas exactement des incendies pendant 100 jours, le dernier incendie éteint par des pompiers a été éteint 100 jours après les attentats. C'est vérifiable, c'est dans la presse. Il y avait un paquet de pompiers sur place, pas seulement les pompiers de New York. Et alors soit c'est vraiment des pieds nickelés, ils ne savent pas éteindre les incendies, soit c'est qu'il y avait vraiment un gros problème. Parce que imaginez 3 mois d'incendie dans des ruines, alors que l'eau a tendance quand même à s'écouler vers le bas, normalement. Donc si... je veux bien qu'on ait du mal à éteindre un incendie qui est très très haut, mais éteindre un incendie dans des sous-sols en faisant couler de l'eau, normalement, c'est pas très compliqué. Enfin bref. Donc, Judy Wood, que je citais tout à l'heure, est célèbre pour sa phrase « Where did the towers go ?» Moi, je vous en propose une autre. « Where did the heat come from ?» D'où vient la chaleur? Parce que cette chaleur, en fait, on peut l'évaluer de façon relativement simple. Et vu que la conservation de l'énergie, c'est quand même une des bases de la physique, c'est-à-dire que si vous commencez à me dire que l'énergie, on peut en inventer, on peut en créer à partir de rien, moi je ne suis plus d'accord. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de mes collègues qui seraient d'accord d'ailleurs. Il faut peut-être se poser la question d'où vient cette énergie. Je termine, je ne sais plus combien il me reste de temps, mais je pense que je suis à peu près... je ne vais pas me servir de mon smartphone, il me reste 5 minutes sur 1 heure. Donc je termine par... alors je vous laisse réfléchir là-dessus, j'ai rien démontré, je vous ai simplement donné des pistes. Mais à mon avis, je connais un petit peu la démonstration et je pense qu'elle sera publiée, et je dirais même qu'elle sera publiée dans le courant de cette année.
je termine sur autre chose d'intéressant. Donc j'ai cité l'article de Europhysics News qui est dans cette revue-là. Et dans cet article, il y a, comme dans tout article, un certain nombre de références, de ce qu'on appelle la bibliographie. C'est même des fois caricaturé parce qu'on voit des articles où le texte de l'article est moins long que la liste des articles en référence. Et parmi elles, il y a un article qui est paru dans l'International Journal of Protective Structures en 2013. Donc ce journal, pour faire simple, si je reprends ce qu'en dit son éditeur, c'est un journal à comité de lecture, donc sérieux, entre guillemets, qui publie de la recherche de haute qualité, bon évidemment ils ne vont pas dire qu'ils publient de la recherche de basse qualité non plus, il ne faut pas rêver, relative à la protection d'ouvrages de génie civil contre les chocs naturels ou artificiels. Donc en gros ça veut dire contre les tremblements de terre et les attentats terroristes, enfin les bombes et les protections contre les chocs, ça veut dire soit des explosions artificielles, donc des bombes, soit tout ce qui peut arriver dans les zones sismiques. Donc c'est un journal extrêmement spécialisé pour le genre d'événements qui nous concerne. Et donc cet article, bon je ne vais pas du tout le détailler, il est très intéressant parce qu'en fait il ridiculise complètement toute une série d'articles que ceux qui s'intéressent au sujet doivent connaître d'un scientifique américain qui s'appelle Bazant. Donc je ne m'intéresserai pas du tout à ce qu'il dit de Bazant là-dessus, même si on parle dans l'article de Europhysics News. Je vais juste mettre surligner un passage d'un appendice de l'article. Et alors, je traduis ce qui est intéressant donc dans cet appendice, à mon avis. Alors, je traduis à ma façon, attention, puisque si vous voulez, vous pouvez le lire en anglais. Alors, je vais essayer de le lire en anglais, mais là, je vois plus rien. Alors, je vais essayer de me tourner comme ça. Donc, alors je vais essayer de traduire en français d'abord de façon relativement neutre. Donc, d'un point de vue d'ingénieur, l'événement, donc les attentats, avait beaucoup d'aspects absolument fascinants. Et le plus fascinant d'entre eux était ouvrez les guillemets, l'avion volant, enfin je ne sais pas comment dire, the aircraft flying into the building, ça veut dire l'avion qui s'enfonce dans le bâtiment sans aucune résistance, quoi. Cela signifie que la structure de l'avion a coupé la structure du bâtiment sur sa lancée. L'avion était construit d'une fine pellicule d'aluminium d'environ 2 mm d'épaisseur qui était renforcée par des nervures longitudinales et latérales. Enfin, comme tout le monde sait à peu près comment est fait un avion, c'est une peau d'aluminium fine sur des éléments un peu plus rigides. Donc je passe à la deuxième partie. Les colonnes extérieures dans la zone de l'impact avaient 6,9 mm d'épaisseur. Donc c'était des carrés. En fait, je pourrais, si ça vous intéresse, vous montrer ce que c'était. Des carrés, des colonnes carrées, et l'épaisseur de la tôle de la colonne était de 6,9 mm. C'était un peu plus d'ailleurs pour la tour sud, parce que entre guillemets l'avion est arrivé plus bas, c'était plus épais. Donc avec une largeur de 356 mm. Cependant, l'aluminium fin, enfin les fines ailes en aluminium ont coupé l'acier beaucoup plus épais. Bon, ça c'est la traduction, je vous l'ai fait vite fait en direct, neutre. Alors moi je vous fais maintenant une autre traduction, un peu plus, je veux dire, moins stricte. Hein. Donc ma traduction à moi. Et les gars, nous on vient de démolir Bazant et ses calculs à la con.
Maintenant, on aimerait bien que d'autres se dévouent pour traiter de la physique harry-potterienne du découpage de colonnes d'acier par des ailes d'avion où il est indiqué en clair qu'il ne faut pas marcher dessus parce que c'est trop fragile. Voilà. Et je m'arrêterai là-dessus. Je vous remercie de m'avoir écouté.